Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Cet amendement vise à aller au bout de la logique qui est celle des dispositions que vous avez prises sur le PEA-PME dans l'idée d'assouplir les conditions d'éligibilité. Là, l'idée est d'intégrer, d'inclure dans le champ des outils éligibles, au-delà des actions, les obligations convertibles ou les OPSA, les obligations à bon de souscription d'actions. Je crois qu'il faut vraiment regarder ces outils d'obligations convertibles comme des véritables outils de renforcement des fonds propres. Ce ne sont pas des mécaniques financières ou fiscales, ce sont des outils de renforcement des fonds propres extrêmement utiles aux PME, aux ETI, aux entrepreneurs, parce qu'elles présentent plusieurs avantages. On ne va pas tous les détailler, mais elles présentent d'abord un avantage essentiel pour l'entrepreneur, c'est celui de la souplesse, puisque ça lui permet éventuellement de transformer ses obligations en dette ou en accord ou sur la base du pacte d'actionnaires qu'il a avec les investisseurs, de les convertir en actions. Donc ce sont véritablement des outils extrêmement pratiques, extrêmement intéressants pour l'entrepreneur, pour lui donner cette souplesse et lui éviter dans bien des cas la dilution. En ayant cette faculté de lever ou de faire lever ou non les options de transformation en actions, il peut, quand il a les moyens de le faire, éviter une dilution au capital. Donc je crois qu'on est dans des véritables outils de renforcement des fonds propres, dans de véritables outils de financement des entreprises et de leur développement. Et il serait, à mon avis, tout à fait intéressant qu'on puisse aller au bout de la logique qui est celle du PEA-PME, qui est une bonne logique pour les entrepreneurs et pour les entreprises, en y incorporant ces outils qui sont, encore une fois, des outils de fonds propres et non pas d'autres outils qui amèneraient à finalement contourner la logique qui est celle du gouvernement dans cet outil PEA-PME. Merci. Le 736, Monsieur Mariton, donc il est défendu. Monsieur le rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement puisque vous proposez d'inclure les obligations convertibles en actions et les obligations assorties de bons de souscription parmi les investissements. Tout d'abord, votre amendement est partiellement satisfait puisque l'article propose uniquement, c'est vrai en cas d'investissement intermédiaire, que le capital des fonds de placement et des OPCVM ouvrant droit au PEA-PME puisse être investi à 50% seulement en actions contre 75% dans le cadre du PEA classique. Le reste peut donc être investi à 25% dans des titres de toute nature des PME. Aller plus loin poserait trois inconvénients principaux. Tout d'abord, le PEA est un investissement en actions qui vise à améliorer le financement en fonds propres en rendant possible sans limite les investissements en obligations. Cet amendement serait un simple outil de placement donnant droit à une exonération totale au bout de 5 ans. Deuxièmement, il y a déjà aujourd'hui un certain nombre d'abus sur les PEA du fait de la prise en compte des titres hybrides comme les actions assorties d'un bon de souscription d'actions qui se négocient à des prix très bas, peuvent donner lieu à des plus-values très importantes qui seraient ainsi totalement exonérées. Et votre amendement présente en outre un coût budgétaire potentiellement important puisque le régime d'imposition des intérêts est le seul à être barémisé sans abattement et l'avantage serait donc encore plus important qu'au titre de la détention d'actions. Avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Fromentin, je comprends parfaitement l'objectif de cet amendement qui est destiné à améliorer les conditions de financement des entreprises. Je reprends à mon compte les arguments qui viennent d'être développés à l'instant par le rapporteur, avec une préoccupation qui est celle du gouvernement, d'éviter qu'il y ait un processus d'éviction et que les actions soient évincées par des obligations dont le rendement se trouverait garanti. Je vous propose donc de retirer votre amendement. En revanche, je suis tout à fait favorable à ce que nous puissions poursuivre ensemble la réflexion sur ce sujet, l'objectif du gouvernement étant, conformément au vôtre d'ailleurs, d'améliorer les conditions de financement des entreprises. Il y a là des précautions à prendre et je propose que nous prenions le temps de la réflexion. Alors, Monsieur de Courson, Monsieur Tardy.
Je comprends mal l'argumentaire du rapporteur, parce que comme il l'a rappelé dans son intervention, il dit que les obligations convertibles en actions comme les bons de souscription d'actions sont éligibles dans le cadre d'une intermédiation. Ce qui est vrai, ce qu'il dit. Et donc, l'investissement direct, vous le refusez alors que vous acceptez via l'intermédiation ce type de produit. C'est pas très logique. C'est pas très logique. Votre argument, monsieur le rapporteur, je crois qu'au contraire, en général, on essayait plutôt de favoriser l'investissement direct. Or là, vous l'acceptez, mais uniquement via l'intermédiation. Je trouve que c'est un peu regrettable. Après, vous ne soulevez pas un problème qui est très fréquent dans les petites et moyennes entreprises ou les moyennes grosses, qui est le problème de la détention du pouvoir. Car on voit souvent des chefs d'entreprise qui sont majoritaires dans leur entreprise ne pas souhaiter l'augmentation de capital qui leur ferait perdre la majorité. Que par contre, ils acceptent un système avec des obligations convertibles en actions qui diffèrent le moment où ils seront dilués. Donc, je trouve qu'au contraire, du point de vue de la psychologie des entrepreneurs de moyennes et de moyennes grosses entreprises, ces systèmes d'obligations convertibles correspondent bien, au contraire, à la mentalité d'une partie des chefs d'entreprise de ces PME. Après, vos trois autres arguments, ils sont tout à fait retournables, parce que les critiques que vous portez aujourd'hui, elles existent sur ces produits qui ne sont pas spécifiquement attribués aux PME. C'est des critiques générales, ce que vous faites. Or, vous n'avez pas proposé, monsieur le rapporteur, de modifier le régime fiscal des obligations convertibles en actions ou des bons de souscription. Donc là, je trouve qu'il y a une faiblesse dans votre argumentaire. Et je pense que l'amendement de notre collègue Fromentin, dont je suis co-signataire, a le mérite d'une cohérence globale. Et quant au risque d'une explosion de ce genre de choses, ça, je n'y crois absolument pas. On a déjà du mal à attirer l'épargne de nos concitoyens vers les moyennes entreprises. Il n'y a pas de risque de dérive. Merci. Monsieur Tardy a la parole. Oui, Monsieur le Président, avec quelques instants de retard, quelques mots sur cet article 53, puisqu'il faut jongler entre l'hémicycle et la Commission, puisqu'on examine en Commission des affaires économiques, et je devrais y retourner, le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale. Alors, avec la création du PEA-PME, nous avons enfin une mesure favorable aux entreprises. Je crois qu'il faut le souligner, même si elle pose quelques problèmes, notamment un problème de seuil à cause du critère de taille retenu, cette mesure va dans le bon sens. Toutefois, j'aimerais souligner une nouvelle fois le manque de cohérence budgétaire du gouvernement. D'un côté, vous créez ce PEA, de l'autre, dans le PLFSS, on taxe massivement et rétroactivement les gains de PEA. Même si cette mesure va être supprimée, si j'ai bien compris, avouez que la logique est difficile à comprendre. Il manque à ce budget une vision globale et je le déplore. À l'intérieur même, il y a des incohérences, comme le relèvement de la TVA dans les transports publics, alors qu'elle baisse pour les tickets de cinéma. Dans la version initiale, il y avait, rappelons-nous, à la fois la création de ce PEA et une taxation totalement absurde sur le BE. Au lieu de souffler le chaud et le froid, il faudrait peut-être être cohérent, pour être cohérent, que ce PEA-PME ne soit qu'une pierre rapportée à l'édifice et s'accompagne d'une réelle volonté de soutien aux entreprises. Merci, Monsieur Fromentin. Vous avez la parole et puis notre rapporteur général s'exprimera après. Oui, j'entends les arguments. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a développé Charles de Courson. Moi, je regrette simplement, vous voyez, qu'on se situe toujours d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue de la pire des configurations ou de la configuration de la dérive potentielle. Moi, je crois qu'il est temps quand même, sur des textes comme celui-là, de se situer dans la peau de celui qui entreprend, vous voyez. Et je réitère l'argument qui a été développé, j'ai développé et rappelé par Charles de Courson également, sur la dilution. Je peux vous dire qu'un entrepreneur aujourd'hui préfère être en quasi-fonds propres sur des obligations convertibles plutôt qu'être directement en action, parce que ça lui offre une porte de sortie qui peut lui éviter la dilution et le statut de minoritaire. Donc cet amendement, si on se met dans la peau des finances publiques ou d'un acteur des finances publiques, je comprends tout à fait
certains de vos arguments. Si on se situe, et ce qui est quand même, me semble-t-il, l'esprit du texte, dans la peau de l'entrepreneur, puisque c'est quand même ce dont notre pays a besoin, de stimuler, d'aider, de renforcer, d'accompagner les entrepreneurs, alors les arguments sont difficilement recevables. Une solution aurait pu être de sous-amender mon amendement en proposant que les obligations convertibles rentrent dans le champ finalement de l'éligibilité au PEA-PME. Voilà, je maintiendrai mon amendement, parce que je crois que c'est important de faire entendre cette voix des entrepreneurs dans un texte comme celui-ci et dans une bonne direction comme celle qui est prise avec ce PEA-PME. Merci, Monsieur le rapporteur général, puis Monsieur le ministre. En une phrase, je ne veux pas reprendre tous les arguments. Je voudrais simplement revenir sur ce qui est évoqué en disant vous autorisez l'accès au PEA-PME uniquement si c'est intermédiaire. Oui, parce que quand c'est intermédiaire, c'est mieux évalué. Ça ne donne pas lieu à des dérives et aux excès qui sont effectivement constatés. Vous ne l'avez pas nié de votre côté. Donc c'est une précaution parce qu'une ouverture trop large ferait courir, et je réponds là aussi d'une phrase à la remarque de notre collègue Fromentin, un risque budgétaire également, parce que on est toujours sur cette ligne de crête entre l'ouverture, et tout le monde reconnaît que ça va dans le bon sens, mais aussi la nécessité de préserver les équilibres budgétaires. Donc tout ça est mesuré, calibré, professionnalisé et permet d'éviter les dérives. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Fromentin, je voudrais apporter quelques éléments complémentaires à la réponse du rapporteur à l'instant. D'abord pour vous dire que nous n'avons pas d'un côté une approche finances publiques et de l'autre côté une approche économique intégrant les préoccupations de celui qui investit ou du chef d'entreprise qui a besoin de fonds propres pour accompagner le développement de son entreprise. La preuve en est que nous avons inscrit dans le projet de loi de finances pour 2014 et dans l'ensemble des textes budgétaires dont nous avons à débattre un ensemble de mesures extrêmement ambitieuses en faveur du financement des entreprises, qu'il s'agisse de l'augmentation du plafond du PEA, de la création d'un nouveau compartiment pour le PEA de 75 000 €, qu'il s'agisse de la réforme extrêmement ambitieuse des plus-values mobilières qui nous conduit à disposer d'un système beaucoup plus avantageux que celui qui existait avant le changement de gouvernement en 2012 pour ce qui concerne le régime applicable aux plus-values mobilières, un nouveau régime concernant les jeunes entreprises innovantes avec une remise en cause du dispositif de dégressivité des cotisations sociales qui avait obéré la dynamique des jeunes entreprises innovantes, la mise en place du crédit d'impôt innovation qui vient compléter le crédit d'impôt recherche, la volonté que nous avons de réviser le dispositif d'amortissement pour les entreprises qui investissent dans la robotisation, parce qu'il y a, de ce point de vue-là, un décalage de compétitivité entre la France et d'autres pays européens, et je pense notamment à l'Allemagne, c'est dire, à travers l'ensemble de ces mesures, que nous avons été particulièrement attentifs au développement des moyens de financement des PME, PMI, ETI et de l'ensemble des entreprises qui peuvent, en France, dans des filières d'excellence, contribuer à des dynamiques d'innovation. Premier point. Deuxième point, dans l'argumentation que j'ai développé, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ouverts et désireux de poursuivre la réflexion avec vous. Notre préoccupation n'est pas budgétaire, elle est une préoccupation d'efficacité. Parce que lorsque l'investisseur aura le choix entre une obligation de TI qui est moins risquée qu'une action de PME, que choisira-t-il? Et notre préoccupation, c'est de faire en sorte que la PME, PMI qui innove, qui prend des risques, qui a besoin d'être financée, ne se trouve pas évincée parce qu'un autre produit sera là, qui pourra être souscrit par des investisseurs et qui garantira un rendement plus sûr. Donc le risque n'est pas, je le dis à Charles de Courson, de dérive dans notre esprit, c'est d'efficacité dans le financement des entreprises. C'est la raison pour laquelle, étant ouvert à la discussion, je vous propose, si vous en êtes d'accord, que nous la poursuivions dans l'esprit que je viens d'indiquer, que vous retiriez votre amendement. Parce que, un, nous faisons beaucoup pour le financement des entreprises. Deux, nous sommes soucieux de mettre en place des dispositifs efficaces et opérationnels. Trois, nous sommes favorables à la poursuite de la discussion. Merci. Les amendements sont maintenus. Je mets donc aux voix le 736, Monsieur Mariton, qui est pour, contre, il est rejeté. Le 768, qui est défendu Monsieur Fromentin, qui est pour, contre, il est rejeté.
Nous en venons à l'amendement